Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et vous l'avez entendu avec Pascal Pointu du Mouvement de la Ruralité, on parle tous les jours de ces artisans, de ces boulangeries notamment, qui mettent la clé à la porte, sous la porte, à cause de la hausse des coûts de l'énergie, qu'ils ne peuvent absolument pas assumer. C'est normal qu'on en parle, mais on parle moins des grosses entreprises, de nos industries, qui sont elles aussi et encore plus utilisatrices d'énergie. Elles sont pourtant primordiales dans le maillage et dans la production française. C'est pourquoi aujourd'hui nous en parlons avec le président de l'Uniden, l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Bonjour Nicolas De Warenne. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez pris la parole dans une récente interview dans La Tribune pour faire des propositions concrètes justement face à cette crise énergétique, on va en parler. Mais d'abord, pour que ce soit très concret pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types d'entreprises que vous représentez dans l'Uniden ? Oui, bien sûr, nous représentons 70% de l'électricité et du gaz consommés par l'industrie en France. L'aluminium, l'acier, la chimie, le raffinage, le verre, le papier, l'automobile, les transports, etc. et l'agroalimentaire. D'accord. Alors, comme son nom l'indique, évidemment, ce sont des entreprises qui sont forcément très touchées par ces hausses des prix de l'énergie. Est-ce que vous avez une proportion de l'augmentation de la facture de production en moyenne pour ces entreprises ? Alors en moyenne, effectivement, par rapport à une année de référence qui était par exemple 2019 ou 2020, les prix de l'électricité ont été multipliés par 3 et ceux du gaz 3 ou 4. Et comment ces entreprises s'en sortent pour le moment ? Écoutez, elles ont au cours de l'année 2022 augmenté significativement leurs prix. L'inflation ne n'aide pas de nulle part, malheureusement. Il y a eu plusieurs hausses de prix là où traditionnellement, il y en avait peut-être 1 ou 2 par an, il y en a eu 4 ou 5. Donc il y a une répercussion vers l'aval. Et puis elles ont absorbé une partie dans leur marge, une partie de cette hausse, parce que bien évidemment, elles ne pouvaient pas répercuter l'intégralité sur leurs clients. Et est-ce que c'est une solution viable ? Ça n'est pas une solution viable parce que le vrai problème, c'est que cette crise cette hyper-crise concerne exclusivement l'Europe. Et nous avons en face de nous, et c'est le très grand problème structurel, en face de nous maintenant une concurrence américaine où les prix de l'énergie sont 3 à 4 fois inférieurs, sans parler du Moyen-Orient ou de la Chine où ils le sont traditionnellement parce que les prix là-bas sont administrés. Alors, en parlant des prix de l'Europe justement, la France demande une réforme du marché européen de l'électricité. Elle aimerait que ça se passe dans les 6 mois. Le gouvernement veut finalement découpler le prix de l'électricité qui jusque-là était indexé sur les cours du gaz d'ici à cet été. Elle compte mettre la pression sur la Commission européenne. J'imagine que ça, vous êtes à 100% pour. Oui, parce que nous voyons bien que pour nos industries, nous ne pouvons pas nous accommoder. Notre modèle d'affaires, notre business model ne convient pas dans une logique ou un illogisme plutôt, exactement une irrationalité de la volatilité actuelle des cours. Les cours ont très très fortement augmenté. Ceux du gaz, ils sont montés jusqu'à 240 € par mégawattheure. Ils retombent aujourd'hui à 70. Ceux de l'électricité sont montés à plus de 1000. Donc nous ne pouvons pas vivre sans cette visibilité. Donc il est indispensable d'une façon ou d'une autre, il y a une réforme du mode de formation des prix sur le marché de gros en Europe. Et l'objectif de la France, effectivement, qui avait tiré la sonnette d'alarme il y a plus d'1 an maintenant, c'est d'obtenir des résultats concrets. Et c'est dans les crises que se font les grandes réformes, c'est incontestable. Et obtenir l'objectif dans l'année, ce sera difficile parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de réticences en Europe de la part d'autres États membres, notamment, qui ne fonctionnent pas sur le même business model. Et notamment des freins du côté de l'Allemagne. Je vous propose d'écouter Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF de 2009 à 2014, lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique. C'était le 13 décembre dernier. Lui pointe clairement les freins de l'Allemagne. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi ? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on ne l'utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement, et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi.
Nicolas de Warren, finalement, quand on entend ça d'Henri Proglio, qui est quand même quelqu'un qui a bien suivi l'affaire de près, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans cette volonté de réforme du marché européen de l'électricité et dans une énergie qui soit, cette fois-ci, dans l'intérêt des Français ? Oui, je n'ai pas cette lecture polémique des choses et des rapports avec l'Allemagne. Nous avons des mix énergétiques différents, c'est un fait, il faut en tenir compte. Pour autant, ce qui est important aujourd'hui dans cette nouvelle construction, et les Allemands s'y rallieront, il faut trouver les points d'équilibre, bien sûr, mais il n'y a pas que les Allemands, il y a les Néerlandais, enfin, il y a tous les grands pays consommateurs, l'Italie, et autres, il faudra trouver un point d'équilibre, on le trouvera. Il faut que la France puisse, dans le cadre européen qui va être défini, pouvoir défendre son modèle. Et son modèle, c'est d'aboutir à une formation du prix qui capitalise, dirais-je, sur nos avantages concurrentiels, c'est-à-dire d'avoir un mix décarboné à 94% aujourd'hui, essentiellement grâce au nucléaire, bien sûr, mais avec l'hydraulique et la montée en puissance des ENR, pour que le prix accessible aux industriels, mais également aux consommateurs ordinaires, aux résidentiels, soit le reflet du mix moyen et de cette compétitivité intrinsèque. Le coût de revient de notre production électrique aujourd'hui, il est probablement de l'ordre de 60-65 euros par mégawattheure. Et donc, il faut que cette réalité de ce coût moyen, très compétitif et surtout stable dans le temps, avec une bonne visibilité, eh bien, bénéficie aux consommateurs. C'est tout l'enjeu de la réforme. Et donc, et c'est bien que cette réforme, le cadre juridique qui va être construit, permette de mettre en œuvre cette tarification, cet établissement des prix par référence à un coût moyen du parc. Mais nous aurons de toute façon besoin, le système européen, il n'est pas question de remettre en cause le marché européen qui a de nombreux acquis, notamment pour la gestion du très court terme, et de toute façon, nous continuerons à dépendre du gaz dans la mesure où on appelle, puisque l'électricité ne se stocke pas, on appelle en fonction des besoins les centrales marginales de la moins chère à progressivement la plus chère. Donc il y aura toujours une dépendance au gaz, il y aura encore du gaz consommé en 2050, c'est une évidence, et donc la formation des prix restera celle-là. Mais nous devons pouvoir, dans le cadre juridique qui va être construit, faire prévaloir notre mix compétitif et décarboné. Voilà, donc la désindexion finalement de l'électricité sur le gaz, c'est un point qui vous semble important. Est-ce que finalement il faut aller encore plus loin ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions que l'Uniden justement souhaite faire ? Alors, en parallèle, nous souhaitons effectivement, pour un certain nombre de nos adhérents qui sont totalement confrontés au marché international et où là, ils ont en face d'eux des concurrents, par exemple, je pense à l'aluminium, qui a des concurrents en Norvège, en Islande, au Québec, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, ou au Moyen-Orient, où là, ils ont des contrats ultra compétitifs sur 20 ou 25 ans, qui sont soit calés sur de l'hydraulique, soit sur des prix administrés. Eh bien, nous avons besoin pour ces industries qui représentent pas une part si considérable que ça, qui représente 10% de la consommation de l'industrie en France, nous avons besoin de contrats à long terme de l'ordre de 15, 20 ou 25 ans, comme c'était le cas. Ces industries se sont construites en France, historiquement sur l'hydroélectricité au 19e puis au 20e, puis ensuite sur le parc nucléaire. Et c'est ce lien organique avec EDF, avec le parc nucléaire, il s'est dissous, au fil du temps. Et il faut maintenant, pour des tas de raisons, et il faut maintenant le reconstituer. C'est tout l'enjeu. Et je crois que EDF a entendu le message et est bien consciente de cette réalité. Le parc nucléaire a aussi besoin de cette consommation en base. Nous consommons 7 sur 7, 365 jours par an. Et c'est un apport considérable pour le bon fonctionnement et l'optimisation du parc nucléaire en France. Et comment ça se concrétiserait finalement, cette relation privilégiée ? Par des contrats à long terme qui doivent être négociés avec EDF. Alors, ça peut être soit des entreprises individuelles qui concernent un ou plusieurs sites parce qu'elles ont un profil qui s'y adapte, soit dans des regroupements, des associations, des consortiums. Il en existe déjà un qui fonctionne depuis maintenant 2010, qui s'appelle Excelsium, qui réunit 28 industriels jusqu'en 2035, qui a des défauts, mais qui fonctionne correctement. Et donc, c'est un modèle dont on peut s'inspirer pour reproduire et que ça puisse bénéficier à d'autres industriels. Et il y a un point tout à fait important, c'est que la décarbonation de l'industrie d'ici 2050 va passer essentiellement par son électrification, probablement à 70-80%. Donc, nos besoins d'électricité dans l'industrie vont être multipliés par près de 3. Eh bien, beaucoup d'industries qui sont aujourd'hui essentiellement gazo-intensives, je pense à l'industrie du verre, par exemple, l'industrie du papier, vont passer à l'électricité. Elles devront avoir la même visibilité cette même visibilité sur 15, 20 ou 25 ans. Pour autant qu'elles le souhaitent, bien évidemment, mais certains modèles d'affaires, ça supposera une mobilisation financière en tête et des contreparties financières, bien évidemment, pour avoir accès à ces prix compétitifs sur le long terme, et chaque entreprise en décidera.
dans ces perspectives de négociation avec EDF. Pour être concret, dans votre article dans la Tribune, vous proposez finalement que certains contrats puissent intégrer une partie du financement du futur parc nucléaire en contrepartie donc, de cette capacité réservée dont vous parliez il y a quelques instants. Alors, il y a 2 étapes temporelles à considérer. Une de court terme, qui est une contribution au parc existant, et très concrètement, là, certains industriels pourraient participer à ce qu'on appelle les dépenses de grand carénage, c'est-à-dire les travaux d'entretien, qui conduisent surtout à pouvoir prolonger les centrales, une tranche nucléaire d'une dizaine d'années, de 10 ans, puisque les autorisations sont données de 10 ans en 10 ans par l'autorité de sûreté nucléaire. Ces opérations coûtent entre 200 et 300 millions par réacteur, par tranche, et donc il pourrait y avoir une contribution immédiate. La question d'une contribution au financement du futur nouveau nucléaire ne se posera pas avant 2030-2032. Et là, il est évident que les coûts seront très supérieurs à ce qu'est le grand carénage actuel, puisqu'on parlera de plusieurs, pour une centrale, probablement de l'ordre de 8 à 9 ou 10 milliards. Et donc, voilà. Et les niveaux de prix accessibles à ce moment-là ne seront pas les mêmes. Il faudra voir ce que sera l'électricité, le coût de référence de l'électricité, et surtout l'électricité des concurrents à ce moment-là. Et c'est là qu'on se rappelle que les industries ont vraiment besoin d'un horizon sur le long terme, quand on vous parlait déjà de 2030. Une dernière question. Absolument. C'est très important, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les chaînes de valeur en aval. Je prends un exemple. La chimie, l'aluminium et autres sont des contributeurs décisifs à la mobilité électrique, aux véhicules électriques et aux batteries. Et c'est indispensable de maintenir ces chaînes de valeur intégrées en France pour qu'elles profitent. Il y a 3 projets de gigafactory de batteries en France. C'est une très très bonne nouvelle pour l'emploi et pour l'innovation et pour la performance de la France sur ce marché fantastique de l'électrique qui s'ouvre. Il faut que les industries qui sont en amont, qui fournissent les composants, qui fournissent les matériaux, participent de cette envolée, de ces perspectives de croissance tout à fait considérable et je dirais excitante. Et une dernière question pour finir, Nicolas de Warren, concernant, et vous l'avez sûrement suivi, ce projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui vise à accélérer la production d'énergie renouvelable en France. Alors, est-ce que finalement, ça ne vous inquiète pas aussi de voir que le développement des éoliennes continue et finalement que le démantèlement du nucléaire en même temps continue de courir, alors qu'on voit bien les besoins essentiels en énergie et en énergie nucléaire notamment? Non, pas tout à fait. Enfin, le démantèlement du nucléaire, non. Très clairement, il y a un changement de cap qui a été acté. Mais les lois sont encore en vigueur. Oui, mais elles le seront, n'en doutons pas, c'est évident. Il y a une perspective qui a été tracée par le président de la République lors du discours de Belfort au mois de novembre dernier, qui consiste à prolonger le parc existant, dans les limites de sûreté, bien sûr, mais je fais remarquer de ce point de vue-là que nous aurons le parc le plus sûr au monde, et ce qui est d'ores et déjà le cas, d'ailleurs, nous avons le parc le plus sûr au monde, les exigences de l'ASN sont les plus exigeantes au monde. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont adressées. Donc, le parc existant va être prolongé, et progressivement, le nouveau parc viendra prendre le relais à partir de 2035-2037. Donc, il y a une perspective maintenant, une voie très clairement tracée pour le nucléaire. Le challenge extraordinaire auquel nous avons à faire face, c'est redresser, c'est de la même façon que celui qui se présentait dans les années 1970, c'est de mobiliser les ressources, et notamment les ressources humaines et les compétences, pour réussir dans les temps et dans les coûts cet extraordinaire programme nucléaire. À côté de cela, les renouvelables ont besoin de se développer. Il faut un mix équilibré où il y aura une part de renouvelables, bien sûr, dans un contexte d'acceptabilité, bien sûr, par les populations, par les riverains. C'est une évidence. Mais ça, je dirais aussi, me semble-t-il, le gouvernement l'a acté en mettant plutôt l'accent sur le grand éolien en mer, notamment pour parler de ça. Voilà, c'est donc, et nous consommateurs, de toute façon, nous, les grands consommateurs que nous sommes, notre fournisseur, je dirais en termes de technologie, c'est le parc nucléaire. Parce que notre profil, pour nous accommoder un petit peu d'éolien, certains pourraient être tentés pour une petite partie de leur approvisionnement, mais l'essentiel de notre approvisionnement, du fait de notre consommation en base, c'est le parc nucléaire. Et c'est un atout concurrentiel absolument décisif pour la France. Décarboné, compétitif, avec une visibilité sur le très long terme en termes de coûts. Il est important de se rappeler. Merci beaucoup Nicolas de Warren, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, l'UNIDEN. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.